interlocuteurs que nous devions avoir en ligne, je les vois, je pense qu'ils sont tous là. On va faire un petit point. Pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, oui. Pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, oui. Et pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse également. Il me semble bien. Donc je vous propose que nous commencions, mesdames, messieurs les préfets de région, mesdames, messieurs les directeurs généraux, et puis chers collègues qui êtes présents ce matin, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette audition des agences de l'eau qui s'inscrit dans le cadre de la mission d'information que conduit la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et la décentralisation. Il s'agit d'une audition en format table ronde et en séance plénière de notre délégation, ce qui explique la présence de plusieurs sénatrices et sénateurs. Et cette audition fait suite à celle que nous avons organisée le 23 octobre dernier. Alors, pour cette mission d'information, nous avons désigné nos collègues Gérard Lahellec, qui est sénateur des Côtes-d'Armor, qui est à mes côtés, et Cédric Vial, sénateur de la Savoie, qui va nous rejoindre, je pense, dans quelques instants, et également moi-même qui suis associé à cette mission concernant les agences de l'eau. Et nous nous intéressons plus spécialement au sujet de l'accompagnement des collectivités territoriales par les agences de l'eau. Alors, nous partageons, et notamment à la mise en œuvre de la loi d'avril 2005, nous partageons bien entendu la nécessité, j'exprime un point de vue personnel, mais qui est, je le sais, largement partagé, la nécessité de mutualiser sur le terrain chaque fois que c'est possible, mais nous sommes aussi attentifs à ce que les élus locaux puissent décider librement des périmètres d'exercice de leurs compétences, et notamment quand il y a des créations de syndicats, du périmètre qui leur paraît le mieux adapté pour gérer la compétence. Nous nous interrogeons bien sûr sur comment les agences de l'eau prennent en compte, voilà Cédric qui arrive, bonjour Cédric, bonjour. Donc les rapporteurs sont au complet. Nous interrogeons aussi bien sûr sur comment les agences de l'eau ont pris en compte l'évolution législative de la loi d'avril 2025, parce que nous avons eu de nombreuses alertes sur le terrain d'élus locaux, sur des messages qui étaient portés par des représentants d'agences sur le territoire qui n'étaient pas toujours très clairs, en tous les cas c'est ce qui nous est remonté, sur la manière dont les choses allaient se passer à l'avenir. Et donc, du coup, tout ceci a généré de l'inquiétude chez les élus locaux qui n'avaient pas de visibilité sur les aides dont ils pourraient disposer en fonction des périmètres qu'ils avaient choisis, notamment pour mutualiser à travers des syndicats intercommunaux. Et donc ça nous a amené à conduire cette mission qui a pour objectif finalement, alors principalement de pouvoir évaluer l'application de la loi de 2005 qui est revenu, comme chacun le sait, sur le transfert de la compétence obligatoire aux intercommunalités à fiscalité propre, et donc qui donne aux élus locaux la liberté finalement de choisir le périmètre qui leur paraît le mieux adapté. Peut-être d'examiner avec vous les critères d'attribution des aides aux collectivités pour les agences dans le cadre de la nouvelle programmation financière, puisque nous sommes sur le 12e programme qui a été arrêté il y a maintenant un an environ. D'examiner aussi la cohérence. Ça nous intéresse de voir comment chacune des agences, et la cohérence des interventions des agences auprès des collectivités sur tout le territoire, en tenant compte bien sûr, mais vous allez nous expliquer tout cela, en tenant compte bien sûr des particularités de chaque bassin, et donc qui génère à juste titre parfois des modalités d'intervention différentes. Et puis éventuellement, notre mission pourra proposer des pistes, suite à ces auditions, pourra proposer des pistes d'évolution. Voilà, et donc nous avons déjà auditionné, pour que vous soyez bien informés, à la fois le président du comité national de l'eau, Jean Launay, les préfets coordonnateurs des bassins, les directeurs généraux des agences Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Ardois-Picardie, des présidents de comités de bassin, Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Adour-Garonne, et aussi des représentants de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, qui est rattachée au ministère de la Transition écologique, qui est le ministère, donc, comme vous le savez, de tutelle des agences. Aujourd'hui,
Le but de notre réunion, c'est de vous entendre. 3 autres agences que nous entendons. Nous avons souhaité vraiment pouvoir entendre l'ensemble des agences. Adour-Garonne, avec M. Pierre-André Durand, qui est préfet de la région Occitanie et qui doit être présent, je pense, il m'a semblé l'apercevoir, et Mme Élodie Galco, qui est la directrice générale. Pour l'agence Loire-Bretagne, M. Guillaume Choumet, secrétaire général des affaires, qui représente la préfète de région qui n'a pas pu se libérer, et M. Loïc Oblet, directeur général. Pour l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, Mme Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et M. Nicolas Mourlon, directeur général. Voilà, sans plus attendre, je vais vous céder la parole. On peut dire peut-être, il faut qu'on se cadre un peu quand même le temps, parce que vous êtes, et nous sommes assez nombreux, on pourrait dire peut-être 6 à 7 minutes, enfin on n'est pas à 1 minute près pour les présentations et voir répondre, et surtout bien nous préciser, c'est important pour nous, comment, au-delà du cadre général que vous allez rappeler, comment vous avez adapté vos dispositions au nouveau cadre législatif de la loi de voter en avril 2025. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Je vous propose cela, et puis ensuite, eh bien, les collègues sont assez nombreux, donc on passera à la série de questions-réponses classiques. Qui commence? On n'a pas d'ordre de priorité entre ces préfets, ces directeurs généraux, ces territoires, tous aussi intéressants les uns que les autres. Ben, écoutez, je ne sais pas. Alors moi, j'ai un ordre qu'on me donne de présent, donc je vous propose qu'on commence comme ça. Adour-Garonne, où nous avons à la fois le préfet de région et la directrice générale. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je salue également les collègues et l'ensemble des personnes en visio. Alors, quelques mots de présentation rapide pour répondre à votre demande, Monsieur le Président. Déjà, pour planter rapidement le décor. Donc, le bassin Adour-Garonne est, avec l'arc méditerranéen, une des zones les plus touchées par le changement climatique, avec 1,2 milliard de mètres cubes d'eau qui viendront à manquer à horizon 2050, alors même que la population augmente chaque année. Je fais une parenthèse, la région Occitanie accueille 43 000 nouveaux habitants chaque année. C'est la région qui a le plus fort dynamisme démographique de métropole. La région Nouvelle-Aquitaine a également un beau dynamisme démographique, et donc il y a une augmentation très importante de la population. Les étiages seront sur cette période toujours plus sévères et longs, avec une diminution des débits des cours d'eau allant jusqu'à 50%. Et ça, j'y insiste, sur un pas de temps assez court, puisqu'on parle bien d'ici 2050. Donc les défis sont évidemment immenses. Il faut agir, investir massivement pour renforcer la résilience du territoire. En l'absence d'action d'adaptation, c'est plus d'1 litre sur 2 qui viendrait à manquer à horizon 2050, faisant peser des risques de rupture d'alimentation en eau potable et fragilisant les activités économiques, y compris agricoles évidemment, du territoire. Lors de la sécheresse 2022, près de 400 communes du bassin ont été en tension ou en rupture d'alimentation en eau potable, pour la plupart des cas sur des communes isolées n'ayant pas transféré la compétence. Ça, c'est la description factuelle. Dans ce contexte, le travail des agences de l'eau est essentiel et reconnu. Le modèle de gouvernance des agences fondé sur le bassin hydrographique est un système éprouvé depuis près de 60 ans, et de nombreux rapports récents reconnaissent d'ailleurs son efficacité, à l'instar de ceux de la Cour des comptes. Le bassin, je le rappelle, mais vous le savez, c'est 26 départements. Alors, cette efficacité des agences repose sur 3 piliers historiques que je rappelle rapidement. Premièrement, la solidarité entre territoires et usages, que ce soit entre l'amont et l'aval d'un même sous-bassin ou entre l'urbain et le rural. À titre d'illustration, pour un département rural comme la Corrèze, 1 euro prélevé génère 3 euros de subvention. En revanche, pour Toulouse Métropole, 1 euro prélevé génère 0,2 euros de subvention reçue. Donc, on voit bien qu'il y a des priorisations qui sont assumées. Deuxième pilier, la responsabilisation des acteurs dans la définition des orientations avec la participation des élus et des usagers aux instances de gouvernance.
avec d'une part le comité de bassin qui, on le sait, a un rôle décisionnel et stratégique, qui incarne la gouvernance collective fondée sur la solidarité, la responsabilisation et la décentralisation, avec 40% de représentants issus du collège des collectivités, et d'autre part le conseil d'administration de l'agence que je préside pour le bassin Adour-Garonne, qui définit et valide les orientations stratégiques et financières. Pour faciliter le travail des élus au sein de nos instances, des référents par collège ont été désignés et mandatés, ce qui est une spécificité particulièrement appréciée de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et enfin, troisième élément d'efficacité, troisième pilier, l'organisation d'une gouvernance adaptée à la situation de la ressource en eau de chaque bassin, avec les délégations territoriales des services des agences qui permettent d'assurer une présence de proximité, ou encore les commissions géographiques ou territoriales qui sont des espaces de concertation avec les élus et les représentants des usagers. En Adour-Garonne, la logique de solidarité, de mutualisation et d'efficacité de l'échelle d'action est évidemment au cœur de la stratégie du comité de bassin. Avant l'adoption du 12e programme d'intervention de l'Agence de l'eau, les administrateurs ont adopté un pacte de confiance qui a posé les attentes et engagements réciproques de l'ensemble des usagers de l'eau. Cette confiance a permis l'adoption à l'unanimité du 12e programme de l'Agence de l'eau et de lever plus de fiscalité pour donner les moyens au territoire de s'adapter au changement climatique. Le Collège des collectivités s'est particulièrement mobilisé pour donner à l'agence les moyens de répondre aux défis climatiques. Pour agir efficacement, le bon usage des deniers publics est une exigence fondamentale pour déclencher la solidarité financière mise en œuvre par l'agence. Il s'agit de garantir que chaque euro mobilisé assure la meilleure résilience du bassin face au changement climatique, très marqué comme je viens de l'indiquer, et donc respecte les principes d'efficacité, de transparence et d'équité territoriale. C'est tout l'enjeu des conditionnalités de financement mises en œuvre dans les aides au petit cycle de l'eau. L'objectif n'est pas de refuser des projets en fonction de leur portage, mais de garantir l'efficience de l'euro investi et d'assurer la réussite des investissements sur le long terme. Dans cet esprit, tous les niveaux de collectivité sont éligibles aux aides de l'agence. Les communes ne sont pas exclues par nature et les délibérations ont bien été modifiées pour prendre en compte la loi du 11 avril 2025. À titre d'exemple, 2 demandes d'aide pour des projets portés par des communes pour améliorer leur système d'assainissement ont été validées par le conseil d'administration du 23 octobre dernier. Dans un souci d'efficacité et de durabilité des projets, le travail à la bonne échelle doit évidemment se poursuivre et les regroupements encouragés quand ils sont pertinents. Je peux vous faire parvenir une liste d'exemples de regroupements qui ont été favorables pour le territoire et pour lesquels les élus pourraient témoigner. Enfin, les prélèvements sur trésorerie et le maintien d'un plafond mordant des recettes par le niveau national ne vont pas permettre à l'Agence de l'eau Adour-Garonne de réaliser l'entièreté du 12e programme voté, alors même que les territoires ruraux sont largement bénéficiaires de la solidarité du bassin. J'ai donné quelques exemples chiffrés il y a un instant. Au risque de me répéter, les défis à venir sont immenses et les acteurs du bassin sont organisés et particulièrement impliqués pour faire du bassin un territoire résilient. Voilà à grands traits, Monsieur le Président, ce que je peux indiquer. J'insiste sur le fait qu'aucun dossier n'a été refusé au motif que son portage était communal, d'une part, et d'autre part, nous assumons évidemment d'encourager lorsque c'est pertinent, les porteurs de projets à se positionner à l'échelle intercommunale. Voilà à grands traits ce que je peux vous dire. Je pourrais détailler si vous le souhaitez, notamment en vous donnant des exemples de regroupements favorables et des exemples de financements communaux qui ont été opérés. Merci pour ces interventions et j'ai bien entendu, comme les collègues, j'imagine, à la fois les nouvelles dispositions qui ont été prises suite à la loi et le fait que dès l'instant qu'un projet était éligible
en raison du projet lui-même, de son contenu, il n'y avait pas de différence faite suivant le maître d'ouvrage qui portait ce projet et suivant l'étendue éventuellement du périmètre d'un syndicat qui aurait été créé pour cela. J'ai bien entendu cela. Les documents dont vous nous parlez, vous pouvez nous les transmettre par écrit, bien entendu. Je pense que ça sera plus simple. Et du coup, on pourrait... voilà, et puis nos collègues ne manqueront pas de poser des questions. Alors, deuxième agence, Rhône-Méditerranée Corse. Madame la préfète. Voilà. Vous m'entendez cette fois, c'est un problème? Oui, très bien. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, et je salue également mes collègues et les directeurs généraux et directrices de des agences de l'eau. D'abord, en 2 phrases, rappeler le cadre, les principes de la gouvernance de l'eau qui reposent sur 3 piliers. Les comités de bassin, lieu d'échange et de concertation, l'autorité administrative au niveau des préfets de département qui sont coordonnés par le préfet de bassin, et bien sûr le 3e élément, l'agence de l'eau, qui est, je dirais, le bras financier de cette gouvernance de l'eau et de cette politique de l'eau. Voilà, ça me paraissait important de rappeler ces éléments d'organisation. Et quand même, un de nos grands principes du modèle français, c'est le dialogue justement entre les usagers de l'eau et la solidarité à l'échelle des bassins hydrographiques. J'en viens, Monsieur le Président, plus particulièrement aux spécificités du bassin que je coordonne et de l'agence dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration. La première spécificité de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse est tout d'abord d'être compétente pour 2 bassins hydrographiques, c'est-à-dire 2 bassins hydrographiques, et donc nous devons sans arrêt dialoguer avec ces 2 bassins. Alors ces 2 bassins sont particulièrement affectés par le changement climatique et ses conséquences, une disponibilité de la ressource qui se réduit, un besoin en eau qui augmente, et en particulier, bien sûr, pendant la période estivale. Ce contexte nous oblige collectivement à mettre en œuvre des trajectoires de sobriété, et vraiment en pratique, cela nous oblige à concentrer notre effort, notamment notre appui financier, là où il est utile et là où il va avoir de l'impact. C'est ça ce qui nous anime au quotidien. Cela s'applique en particulier aux collectivités, communes et EPCI, et celles-ci sont au nombre de 327 EPCI et 7693 communes. Et en termes de compétences, au global des 2 bassins, la compétence approvisionnement eau potable, la compétence AEP, est exercée par 149 EPCI, soit à peu près la moitié, 46%, et 50% des autres compétences est exercée par les communes, soit 3881 communes, qui n'ont pas transféré la compétence et qu'elles continuent donc d'exercer. La compétence eau pluviale est exercée par 92 EPCI, 28%, et 66% des communes continuent à l'exercer directement. Et pour la compétence assainissement, les communes l'ayant conservée sont moins nombreuses. Elles sont seulement, dirais-je, 38%. Ça fait quand même presque 3000 communes. Hein, et 200 EPCI se sont vus transférer totalement ou partiellement cette compétence. Quelques mots, bien sûr, plus spécifiques sur la Corse. Vous savez que la loi sur l'organisation territoriale de la Corse, qui date de 2002, a transféré d'importantes compétences qui relèvent ailleurs de l'État. Et là, c'est la collectivité de Corse en matière de gestion de l'eau qui les exerce. Le territoire corse se caractérise aujourd'hui encore par une large prédominance de l'exercice de la compétence eau à l'échelle communale. Et par ailleurs, de nombreuses communes en Corse pratiquent encore un prix forfaitaire de l'eau. Sur l'attribution des aides par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, en premier lieu, l'agence de l'eau, en tant qu'organisme de financement, ne peut rien faire sans les maîtres d'ouvrage, quel que soit leur mode d'organisation. Pendant tout le 11e programme, de 2019 à 2024, il est vrai que l'ambition était portée sur l'accompagnement vers le transfert de la compétence à l'intercommunalité dans la perspective alors de son caractère obligatoire. Mais cela n'a jamais empêché d'aider une commune, comme je vais d'ailleurs l'illustrer. Lorsque nous avons finalisé l'écriture du 12e programme, c'était à l'automne dernier,
la commission programme du conseil d'administration a fait le choix de modifier l'approche sans attendre la traduction législative annoncée par le Premier ministre. Et ainsi, le 12e programme de l'Agence de l'eau RMC s'adresse de manière générale aux, je cite, collectivités territoriales et leurs groupements et délégataires ayant en charge la compétence. Les communes n'ayant pas transféré leurs compétences ne sont donc aucunement privées de l'appui financier de l'agence. Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau RMC a également fixé l'objectif de consacrer spécifiquement 450 millions d'euros d'aide aux collectivités situées en zonage France Ruralité Revitalisation. Et le cadre du 12e programme confirme en réalité une pratique antérieure de l'Agence de l'eau. Dans le cadre du 11e programme, en effet, 7 154 demandes d'aide déposées par des communes, 13 192 par des EPCI ont été réceptionnées. Et parmi toutes ces demandes, seulement 1 582 demandes d'aide de communes et 2 189 demandes d'aide d'EPCI ont été refusées pour inéligibilité. Au global, c'est donc une grande majorité des aides demandées, quel que soit le porteur, qui ont été accordées, soit plus de 354 millions d'aides accordées aux communes et 954 millions d'aides accordées aux EPCI. Les demandes d'aide refusées le sont toujours pour des motifs de non-éligibilité au programme, notamment le non-respect des conditions d'aide aux services publics d'eau et assainissement, soit le respect d'un prix de l'eau minimal, l'existence d'un schéma directeur des travaux et le renseignement de l'outil 6PA, ou encore le non-respect des conditions d'aide liées à la nature du projet. Et par exemple, dans le cadre du 11e programme, les travaux sur les stations de traitement des eaux usées n'étaient éligibles que pour des stations faisant l'objet d'une mesure identifiée dans le programme d'action, dans le PAOT, le programme d'action opérationnelle territorialisée porté par la dizaine dans chaque département, ou pour des stations situées en zone de revitalisation rurale. En conclusion de ce propos liminaire, je résumerai en indiquant que ce qui guide l'intervention de l'Agence de l'eau RMC, c'est l'impact des projets sur la ressource et non la nature du porteur de projet. Voilà, monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, ce que je souhaitais, dans un premier temps, déjà porter à votre attention. Merci beaucoup pour ces précisions. Juste quand vous parlez des EPCI, vous rassemblez à la fois les intercommunalités à fiscalité propre, les comités de communes souvent, et les syndicats de communes, j'imagine. Oui, oui, absolument. Oui, d'accord. Oui, oui, les deux. Merci. Alors, nous passons à Loire-Bretagne. Alors, Oui, Loire-Bretagne. merci. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Madame la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le préfet de région Occitanie, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Madame la préfète de région Centre-Val de Loire, qui était retenue par d'autres obligations. C'était compliqué de trouver une date commune, mais elle suit bien attentivement l'ensemble de ces sujets. Alors déjà, quelques mots de présentation du bassin Loire-Bretagne. C'est le plus grand bassin hydrographique de France, qui couvre 28% du territoire métropolitain. Il s'étend sur 8 régions, 36 départements. Il abrite 13 millions d'habitants. Et donc, on a affaire à un bassin qui est plutôt rural dans ses dimensions. On a une densité de population de 83 habitants au kilomètre carré, bien inférieure à la densité moyenne nationale. Des enjeux agricoles particulièrement importants, puisqu'on a 70% du bassin qui est couvert par la surface agricole. On a aussi la particularité d'avoir un littoral très important, notamment avec la région de Bretagne. Le bassin concerne 45% du littoral métropolitain. En matière d'enjeux sur le bassin Loire-Bretagne, on a historiquement des enjeux qualitatifs, notamment en termes d'hydromorphologie, de pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires. On a seulement 24% des masses d'eau superficielles qui sont en bon état sur l'ensemble du bassin, et c'est des chiffres qui sont inférieurs à 10% dans certaines régions comme Pays de la Loire. Des enjeux quantitatifs qui sont moindres historiquement que sur les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée, qui étaient historiquement circonscrits à quelques territoires, la nappe de Beauce, le marais de Poitevin, mais qui ont désormais tendance à s'étendre sur tous les territoires, avec des possibilités d'alimentation naturelle en été par les neiges et autres
autres stockages naturels de l'eau qui sont moindres que dans les 2 autres bassins, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. Donc un vrai enjeu d'adaptation au changement climatique sur cette problématique-là et qui est fortement travaillé avec l'ensemble des acteurs du bassin. En matière de gouvernance, le comité de bassin Loire-Bretagne, c'est 190 membres, donc 40% de représentants des parlementaires et des collectivités territoriales, 72 élus, dont 39 représentants des communes et groupements de communes, avec dans la composition au moins 8 représentants de communes rurales, mais dans les faits, une proportion plus importante compte tenu des enjeux ruraux que j'évoquais sur le bassin. Dans la particularité aussi en matière de gouvernance sur le bassin Loire-Bretagne, on a un bassin qui est fortement couvert par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. On a 57 schémas d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin qui couvrent 90% du territoire, ce qui fait qu'il y a un historique de subsidiarité très fort sur le bassin Loire-Bretagne entre l'action du comité de bassin et les orientations définies dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, et l'action locale de ces instances de concertation locale que sont les commissions locales de l'eau et les SAGE. Concernant le programme d'intervention de l'Agence de l'eau, donc défini sur 6 ans sur la période 2025-2030, il est 2,430 milliards d'euros. C'est une augmentation de 300 millions d'euros par rapport au programme précédent. Du fait des particularités rurales que j'évoquais précédemment, il y a un fort historique, comme on peut le citer Madame la préfète de région, Monsieur le préfet de région. Il y a aussi un fort historique sur le bassin Loire-Bretagne sur les questions de solidarité urbain-rural, qui est mise en exergue par deux éléments, soit des dispositifs d'aide qui sont spécifiques aux communes rurales, aux communes zonées dans le zonage France Ruralité Revitalisation, soit des bonifications pour ces communes-là. Pour donner un chiffre, c'est les 2/3 des communes du bassin qui sont couvertes par le zonage FRR. L'action en matière aussi de soutien et de solidarité envers les communes rurales, elle se traduit par des accords de territoire et des accords de résilience que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a mis en place depuis 2021-2022 suite aux grands épisodes de sécheresse qui permettent une projection sur plusieurs années d'un certain nombre d'actions et des accords spécifiques adaptés aux spécificités locales. Un des meilleurs exemples de ces accords-là, c'est l'accord qui a été signé récemment sur le territoire de la Creuse, sur le département de la Creuse, qui avait connu des grosses problématiques d'alimentation en eau potable lors de la sécheresse de 2022. L'action de l'agence au niveau des territoires et tout ce travail sur les accords des territoires, elle est permise par une projection au plus près des territoires avec 5 délégations territoriales qui couvrent l'ensemble du bassin et qui travaillent globalement chacune sur une région ou un peu plus d'une région et qui sont en proximité de l'ensemble des acteurs. Ce travail aussi de lien et d'appui au territoire et d'appui aux collectivités en termes d'ingénierie, il se fait par l'action des agents de l'Agence de l'eau et leur expertise, mais aussi par un soutien fort et une contractualisation forte avec les conseils départementaux, puisque l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a des conventions avec quasi l'ensemble des départements du bassin. Il y a encore deux départements qui sont non couverts, le Morbihan et les Deux-Sèvres, mais avec lesquels les discussions sont en cours. Et donc, ces conventions permettent de financer, en fait, de cofinancer des postes au sein des conseils départementaux pour renforcer l'appui technique auprès de l'ensemble des collectivités du bassin et en particulier les communes et autres groupements de collectivités qui disposent de moins d'ingénierie, puisqu'on sait que c'est un enjeu majeur pour pouvoir faire émerger des projets, déposer les demandes d'aide et ensuite suivre la bonne réalisation de ces projets. Concernant la prise en compte, l'application de la loi d'avril, Madame la préfète de région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, était venue au Sénat en avril avec le directeur général de l'Agence de l'eau à l'initiative de Monsieur le sénateur Rémy Pointreau, qui est le représentant du Sénat au comité de bassin, afin d'échanger avec les sénateurs sur les politiques de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, le programme d'intervention de l'Agence de l'eau. À cette occasion, elle s'était engagée à mettre pleinement en application la loi, bien évidemment, et cela a été mis en œuvre dès le conseil d'administration suivant, en juin 2025, puisque le 12e programme initialement voté par le conseil d'administration prévoyait, en application des dispositions législatives de l'époque, qu'à partir du 1er janvier 2026, pour les travaux d'eau potable et d'assainissement, seules les aides s'appliquaient uniquement pour les EPCI ou pour des collectivités regroupées au niveau minimum de l'EPCI. Donc le programme a été changé
pour qu'il y ait, comme vous le soulignez, Monsieur le Président, une réflexion sur la mutualisation au sein d'un même territoire, un travail de programmation sur une échelle qui paraît la plus pertinente pour les élus locaux, mais qui n'est pas du tout forcément celle de l'EPCI, qui peut être celle d'un syndicat intercommunal, voire de plusieurs communes à l'échelle d'un bassin versant, etc. Donc le programme a été changé en ce sens. Et donc c'est bien aujourd'hui comme plus tard, et pour l'ensemble du programme, l'ensemble des collectivités, quel que soit leur niveau, qui peuvent être aidés par l'Agence Loire-Bretagne sur les enjeux d'eau potable et d'assainissement. Vous évoquiez également la question de la cohérence entre les agences. Il me semble qu'il y a deux enjeux de cohérence. Il y a déjà la cohérence à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. Et sur ce point-là, je souhaitais souligner que la préfète coordonnatrice de bassin a une action d'échange avec ses collègues, préfets de région et préfets de département, très approfondie, puisqu'elle les réunit régulièrement pour travailler sur ces sujets-là. Et la DREAL de bassin échange avec les DREAL, la DRAF de bassin avec les DRAF. Donc il y a une forte coordination des services de l'État, comme sur les autres bassins, sur le bassin Loire-Bretagne. Et puis sur l'interbassin, des échanges réguliers entre les agences de l'eau, animés par le ministère de tutelle, des échanges entre les directeurs généraux d'agences de l'eau et des partages d'expériences conjoints, parce qu'on avait eu le plaisir, lors d'un récent comité de bassin, d'avoir Madame la directrice générale de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui était venue intervenir en comité de bassin Loire-Bretagne, justement pour pouvoir présenter les politiques de l'eau mises en œuvre sur le bassin à Dour-Garonne et échanger en matière de cohérence et de comparaison, puisqu'on partage des régions importantes qui sont à cheval sur ces deux bassins. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour présenter le bassin Loire-Bretagne et la prise en compte des enjeux d'eau potable et d'assainissement. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. Et j'avais participé effectivement moi-même à la réunion qu'avait organisée, dont avait pris l'initiative Rémi Pointreau avec votre agence. Et effectivement, au sortir de cette réunion, la conclusion, c'est que l'agence devait faire évoluer son programme pour tenir compte de la loi, ce que vous avez fait. Je vous en remercie. Je voudrais juste, sur cette loi d'avril 2005, pour lever toute ambiguïté, en tous les cas, rappeler quel était l'esprit du législateur, puisque c'était quand même une loi qui a été portée par le Sénat depuis longtemps. L'esprit, ce n'était pas de privilégier la commune comme étant l'échelon idéal pour gérer les réseaux. L'esprit de la loi, c'était de dire le transfert obligatoire imposé partout en France avec un modèle unique vers les intercommunalités à fiscalité propre et notamment dans les zones rurales vers des communautés de communes immenses, parfois d'ailleurs à cheval sur deux agences et des bassins différents. C'est une vision qui descendante en quelque sorte, qui ne correspond pas à la réalité des territoires. C'était ça. Et moi personnellement, je suis favorable et j'agis dans mon département dans ce sens-là, à ce qu'il y ait une mutualisation chaque fois que c'est possible. Mais l'esprit de la loi, c'était de dire le périmètre de mutualisation, il doit être défini par les élus locaux en fonction des réalités des territoires et pas s'appuyer sur un périmètre administratif, parce qu'une intercommunalité, ça reste un périmètre administratif, surtout depuis l'agrandissement et les fusions des intercos et les grands périmètres, qui n'est pas toujours, et qui est d'ailleurs assez rarement adapté à la réalité des territoires. C'était ça l'esprit de la loi, c'était pas de privilégier l'échelon communal, même si ça reste possible aujourd'hui dans certains cas. Voilà, je voulais le rappeler. Et puis, avant de passer la parole aux collègues, juste, vous avez évoqué les uns et les autres la bonification FRR. Si je me souviens bien, il y avait une bonification pour les territoires en France Ruralité Revitalisation, ZRR autrefois, qui était de 10%. Elle est maintenue dans les nouvelles dispositions. Oui, hein? D'accord. Très bien, merci. Donc, je passe la parole. Alors, peut-être en premier à nos deux rapporteurs. Alors, on avait convenu donc Gérard en premier et Cédric en second. On alterne par rapport à la dernière fois, Gérard. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci pour vos contributions. Gérard Lahellec, donc je suis sénateur des Côtes-d'Armor, de Bretagne. Et d'emblée, je veux dire ici qu'il est bien que vous ayez pointé les défis qui sont devant nous. Je trouve ça grandement utile. Je le dis d'autant plus aisément d'ailleurs que notre département des Côtes-d'Armor avait été confronté à la sécheresse de 1976.
Et le fait de s'être trouvé en situation de stress hydrique et de pénurie en 1976, eh bien, ça a contraint les collectivités à se pencher sur le sujet et à réfléchir à l'époque aux dispositions qu'il convenait de prendre pour pouvoir assurer une alimentation en eau potable à toute la population. Dans ces conditions, et à partir de 1976, se sont réalisés ainsi un certain nombre de barrages, 3, qui sont aujourd'hui interconnectés, gérés par un syndicat départemental, mais toutes les collectivités n'ont pas fait le même choix. C'est la collectivité des Costarmoricaines qui a fait ce choix-là. Et je rappelle cet épisode de notre histoire pour dire qu'au fond, les collectivités n'ont pas forcément attendu les problèmes pour commencer à les résoudre. Voilà, c'est un premier constat qu'il faut faire. Donc, nous sommes des alliés objectifs de la réalisation d'un certain nombre de choses. Deuxièmement, mais ça a été rappelé, il se trouve que dans notre territoire, nous avons aussi effectivement plus de 2700 km de littoral, ce qui représente une situation particulière du point de vue de l'eau. Et enfin, l'essentiel de l'eau en Bretagne, ce sont des eaux de ruissellement. On a peu de réserves d'eau, donc voilà. Donc, tout ça a été rappelé, et il est vrai que notre agence de bassin va du Mont Gerbier de Jonc jusqu'à Brest. Ce qui donne une représentation quand même de la diversité des spécificités hydrographiques auxquelles nous sommes confrontés. Et s'il est vrai que ça représente une partie importante du territoire métropolitain, dans le même temps, reconnaissons que ce n'est quand même pas, j'allais dire, l'agence la plus riche. Autrement dit, il n'y a pas forcément une concomitance entre les moyens de l'agence et l'ampleur du défi auquel on est confronté. Je dis tout ça parce qu'il va falloir mettre les choses en perspective, et pour réussir, nous avons besoin de toutes les collectivités. C'est toutes les populations qui doivent aujourd'hui être sensibilisées et associées aux questions et aux problèmes de l'eau. Nous savons, par exemple, je parle sous votre contrôle parce que vous avez une expertise que je n'ai pas, mais nous estimons aux conditions d'aujourd'hui que pour être totalement sécure en matière d'alimentation en eau potable, il faudrait que nous puissions disposer de quelques 52 millions de mètres cubes par an de fourniture d'eau supplémentaire. Donc vous voyez, ça représente, les défis sont effectivement devant nous. Je tiens à préciser l'ensemble de ces éléments pour vous rappeler qu'effectivement, toutes nos collectivités de Bretagne sont confrontées à ce sujet de l'eau. Il n'y a pas une commune qui puisse se désintéresser de ce sujet. Et dans le même temps, je dois vous dire que je peux comprendre que les agences de l'eau n'aient pas attendu les modifications législatives pour élaborer leur 12e programme. Donc je ne suis pas choqué que des dispositions aient pu être envisagées ici ou là, sans attendre que nous ayons délibéré, pris des dispositions, sans attendre la modification législative d'avril 2025. Toutefois, je me pose quand même une question, et je m'autorise donc à me tourner vers vous. Il m'apparaît que nous sommes quand même confrontés à une forme de gestion centralisée de l'eau. Et je ne voudrais pas qu'on le prenne mal, ça ne peut guère être autrement. Quand on va du Mont Gerbier de Jonc jusqu'à Brest, il faut bien que ça se centralise quelque part. Et cette centralisation quasiment inévitable peut aussi avoir pour effet d'éloigner la collectivité de l'instance dans laquelle la décision se prend. Et je ne vous en fais pas grief, encore une fois. Je crois qu'il faut pouvoir admettre que ça puisse être le cas. Ceci me conduit quand même à m'interroger beaucoup sur le rôle et la place que pourraient tenir les comités de bassin.
comme instance pas seulement de concertation quelconque, mais comme instance mise en situation de pouvoir émettre des avis, voire des avis à des fins décisionnelles. Ça ne peut pas être que le ministère de la parole. Voilà. Je pense que une gestion plus rapprochée de la représentation citoyenne me paraît être quelque chose d'absolument indispensable sur lequel il faut se pencher. Je le dis parce que je souhaite vraiment que la guerre de l'eau n'ait pas lieu. Or, ça peut devenir vite un sujet de tension, un sujet de division, et les collectivités sont quand même les alliés objectifs de la réalisation des programmes. Ça ne peut pas se faire en dehors de l'appropriation citoyenne que permet la commune. Donc voilà, je suis intéressé par l'appréciation que vous pourriez porter sur les conditions à créer en matière d'appropriation citoyenne du sujet. Merci Gérard pour ton intervention et pour cette question que je partage, qui est tout à fait justifiée. Alors Cédric, notre deuxième rapporteur. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, moi, je pense que mes positions sont connues d'un certain nombre déjà d'entre vous. Je suis toujours très surpris par... j'ai l'impression que soit vous êtes dans le déni, soit moi je vis dans un monde parallèle, mais les retours que l'on a de nos élus régulièrement, parce que comme vous savez, on est 3 jours par semaine au moins à la rencontre des élus sur nos territoires, c'est qu'on a des grosses difficultés pour une commune rurale à obtenir des subventions. Deuxièmement, c'est que les agents de l'agence de l'eau, alors je vais parler pour ceux de Rhône-Méditerranée-Corse, nous disent, je reprenais, je peux vous faire une citation, je vous l'avais même écrit, Madame la préfète, en 2023 déjà, donc je veux dire, c'est pas un sentiment récent, que nous privilégions les dossiers portés par l'intercommunalité, car il est certain que le PCI a l'ingénierie nécessaire pour suivre les projets subventionnés. Ça, c'était en 2023. On a eu une réunion récemment, après le vote de la loi d'avril, expliquant aux communes que, évidemment, que toutes les communes avaient le droit de déposer un dossier et qu'elles étaient toutes éligibles, mais qu'elles n'auraient pas de subvention, parce qu'elles ne seraient pas subventionnées si elles restaient en régie. Elles avaient le droit de déposer le dossier, mais elles ne seraient pas subventionnées. Lors d'une réunion avec des communes, portées par des agents de chez vous, je pourrais vous donner des noms si vous souhaitez, monsieur le directeur de l'agence, des agents concernés. Mais je pense que vous les connaissez déjà. Voilà, ça c'est le discours qu'on a sur le terrain. On a déjà eu cet échange, notamment lors de la réunion de la commission d'enquête, sur le nombre de communes. Il y a une exception, alors j'ai creusé depuis, je dis il y a une exception qui était une station de ski, une seule en Savoie, qui avait énormément de dossiers et qui avait le droit au dossier visiblement autant que les autres. Et j'étais assez surpris, je me dis, on m'a répondu dans un premier temps, mais c'est parce qu'elle fait des très bons dossiers. Et ensuite j'ai eu une autre réponse, on m'a dit que vu que c'était une commune nouvelle, elle était considérée comme une commune, comme une intercommunalité. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les autres communes nouvelles de plus petite taille. Voilà, ça c'est la réalité qu'on vit au quotidien et ce sentiment que quand on est une commune qui a fait le choix, parce qu'en France c'est les élus qui décident normalement, quand on a fait le choix de gérer en régie, eh ben on n'a plus les mêmes droits que les autres, même si le règlement vous autorise à avoir une subvention, vous ne l'avez pas. Et vous avez raison sur un point qui m'a trompé un certain temps dans les réponses que vous m'aviez apportées. C'est quand on vous demande, vous nous donnez des ratios du nombre de dossiers refusés à des communes. Ils sont assez peu nombreux. Et vous avez raison, parce que vous dites aux communes de ne pas déposer les dossiers. De toute façon, votre dossier ne sera pas éligible. Et j'ai des témoignages. Vous dites aux communes, votre dossier de toute façon ne sera pas éligible, souvent après leur avoir fait remplir 2, 3 fois et compléter 2, 3 fois le dossier. Donc ça ne sert à rien de le déposer. Et donc effectivement, vos statistiques sont améliorées ainsi. Voilà. J'ai des témoignages très directs en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai l'impression qu'on est encore une fois, malgré les auditions, dans le déni. Et j'ai quelques collègues, mais ils sont là, je ne vais pas parler à leur place, qui semblent me dire que un fonctionnement est assez proche dans les autres régions.
Voilà, donc je ne sais plus comment faire ou quoi vous dire. Si l'organisation en place est dans le déni, ne permet pas de répondre à des choses assez simples comme celle-là, à ce moment-là, je pense que la seule solution, ce sera de changer les organisations en place. Parce que changer les règles, ça ne change rien pour vous. Parce que les auditions, les discussions avec la représentation nationale, ça ne change rien pour vous, et ce n'est pas la première. Donc je pense qu'il faudra changer les organisations en place, c'est mon sentiment. En tous les cas, on arrive bientôt à la fin de cette mission d'information. Voilà le type de conclusion auquel j'arrive. Et j'avais une question complémentaire pour M. Pierre-Henri Durand, Monsieur le préfet. Vous avez dit tout à l'heure que suite à l'adoption de la loi au Sénat, au Parlement, pardon, permettant aux communes en régie de continuer à pouvoir gérer l'eau et l'assainissement quand ils le jugeaient pertinent, vous aviez modifié les règles, pour en tenir compte de cette loi, modifié les règles de votre agence. Donc ma question, c'est quelles règles avez-vous dû changer plutôt, puisque cette loi avait anticipé le changement et que le changement n'avait donc jamais eu lieu. Et donc, normalement, je ne vois pas les règles qui auraient dû être modifiées par l'adoption de la loi. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision sur ce point? Et dernièrement, vous avez, oui, effectivement, vous avez dit clairement, mais c'est toujours dans les détails que les choses se placent, que vous subventionnez tout le monde, mais que l'efficacité était un critère. Et donc, et que l'efficacité, souvent intercommunale, c'est ce qui nous a été rappelé, c'est ce que dit la circulaire dont on a beaucoup parlé déjà, c'est que l'efficacité est souvent intercommunale. Donc c'est le critère de l'efficacité qui fait qu'on exclut la commune rurale, et c'est pas le fait que ce soit une commune rurale, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, si la commune qui vous dépose un dossier n'est pas en intercommunalité, et donc que vous jugez que ce qu'elle vous propose n'est pas suffisamment efficace, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas de financement du tout, et donc la commune ne fera rien? Ou est-ce que vous financez quand même si vous jugez que c'est un peu moins efficace qu'une organisation que vous auriez jugé, vous, plus utile que les élus locaux? Merci. Alors, Merci. Alors, juste pour organiser les choses, d'abord, merci aux deux rapporteurs. Je vais en effet proposer qu'on apporte des réponses d'abord à nos deux rapporteurs, et ensuite, on a pas mal le sujet mobilise les collègues. On a pas mal de collègues qui souhaitent intervenir et poser des questions. Mais bon, en priorité, on répond à nos deux rapporteurs sur les questions qui ont été posées. Merci. Alors, donc sur ce point, monsieur le sénateur, donc ce qui a été modifié, c'est effectivement le règlement du programme qui prévoyait anciennement un financement au profit des intercommunalités. Bon, donc dès lors que la loi, c'était dans le règlement, dès lors que la loi a été adoptée et publiée, c'est très logiquement que nous avons supprimé cette condition. Voilà, donc, et d'ailleurs, dans le nouveau programme, je dirais dans le préambule, dans les visas, nous avons explicitement visé, bien sûr, la loi du 11 avril 2025. Et donc, dans les conditions d'éligibilité nouvelles, on indique bien que l'agence accompagne les opérations à la bonne échelle, c'est-à-dire les projets qui permettent de répondre aux enjeux et spécificités du territoire, notamment vis-à-vis de la capacité à s'adapter au changement climatique et aux principes de solidarité territoriale et urbain-rural, et les ouvrages dont la pérennité technique et financière est assurée par des moyens d'exploitation adaptés ainsi qu'une capacité financière à réaliser l'investissement et son renouvellement. Voilà les conditions qui sont dans notre règlement et qui respectent la loi. Peut-être pour redonner quelques chiffres, donc sur 1025 collectivités compétentes, 70% ont une gestion communale, représentant 5% de la population. Et la situation est assez disparate selon les départements, même très ruraux, hein.
Si je prends un exemple, alors ce sont des chiffres qui datent un petit peu, ils datent de 2021, mais c'est ce que j'ai. 97% des communes du département de l'Ariège ont transféré leurs compétences contre 40% en Lozère. Donc, vous voyez, il y a une diversité de situations qui touche donc une manière de gérer l'eau, si je puis dire, différente, y compris d'ailleurs dans des départements ruraux, l'ensemble touchant une population assez limitée, et bien évidemment le règlement d'intervention se devait, et nous l'avons fait aussitôt, d'être actualisé au regard de la loi. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on gère une ressource comptée, une ressource délimitée. On n'est pas en situation de financer 100% des projets. On aimerait pouvoir le faire, mais comme tout budget, c'est le cas dans une collectivité, c'est le cas pour toute organisation, nous fonctionnons à partir d'un budget fermé. Et donc, on s'assure effectivement de la pertinence technique, du respect un petit peu des conditions que j'ai citées, parce que, je l'ai dit dans mon propos introductif, le changement climatique est d'une telle intensité sur le bassin Adour-Garonne que, effectivement, on se doit d'être attentif à l'efficacité technique des projets. Alors, il peut y avoir des cas où elle est communale. Bon, si elle est communale et que, effectivement, on a une proportionnalité d'investissement qui est cohérente, sans d'autres possibilités d'organisation, que sais-je, il est évident que la commune a vocation à être aidée. Voilà, mais on est conduit à gérer des demandes émanant d'élus de toute collectivité, de toute taille, de tout périmètre. Donc, on est obligé, évidemment, de prendre en considération l'efficience du projet présenté. Merci. Quelqu'un veut-il répondre Oui. à la question de Gérard Laëllec aussi, sur la proximité et l'appropriation par les citoyens? Oui, je veux bien, Monsieur le Président, si vous m'entendez, j'ai des problèmes de son par moment. Oui, on vous entend. Vous m'entendez, Monsieur le le Président? Oui, très bien. Voilà. Ouais, je veux bien répondre aux deux rapporteurs, si vous le permettez. D'abord dire au sénateur des Côtes-d'Armor que nous partageons vraiment ce qu'il a dit. Oui, nous sommes alliés avec les collectivités territoriales. Nous ne faisons bien sûr rien sans les maîtres d'ouvrage. Lui dire que oui, là aussi, on partage complètement. Les défis sont devant nous, effectivement. Et rappeler par rapport à la présence sur le terrain, alors pour l'agence Rhône Méditerranée Corse, sur un effectif de 330 agents, on en a la moitié, plus de 160, qui sont vraiment en délégation, donc au plus proche des élus et sur le terrain, justement pour aider à au montage des dossiers, pour écouter le territoire. Rappeler aussi que par rapport au comité de bassin, d'ores et déjà, les comités de bassin émettent des avis conformes sur des décisions de l'agence et que cela nous amène assez loin dans les discussions avec le comité de bassin. Donc, nous avons vraiment un travail continu avant d'aller chercher un avis du comité de bassin. On le travaille avec eux et on fait vraiment un travail de grande proximité. Pour monsieur le sénateur de Savoie, oui, je confirme ce que je vous avais dit en 2023. On était, bien sûr, on recherchait le regroupement des communes pour justement avoir toujours plus d'efficience sur le terrain. C'est normal, les fonctionnaires de l'agence de l'eau sont des agents publics et obéissent aux lois et aux règlements qui leur sont donnés. Donc à l'époque, ils appliquaient ces textes. Je veux juste, mais je sais que je ne vais pas vous convaincre, mais juste rappeler, et puis peut-être vous faire à nouveau une proposition, rappeler quand même que dans le 11e programme, 30% des dossiers déposés le sont par des communes.
c'est quand même pas rien. 30% des dossiers ont été déposés par des communes. Et je sais que vous avez rencontré en mai le directeur général de l'agence de l'eau, vous y avez fait allusion. Moi, je pense que c'est pas bon ni pour vous, et je l'entends tout à fait, monsieur le sénateur, ni pour nous d'être un peu dans ce dialogue de sourds. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire c'est très local, mais de faire une rencontre avec les élus qui seraient mécontents ou qui auraient été empêchés de déposer un dossier auprès de l'agence de l'eau, parce que nous, mais peut-être ça ne nous remonte pas, on n'a pas ces remontées. Et je trouve que ce serait bien vraiment d'avoir un échange direct. Je vous le propose et je suis à votre disposition avec le directeur général de l'agence de l'eau pour aller à la rencontre que vous organiseriez sur ce sujet. Parce que je pense que ce qu'on peut se dire tous les deux en commun, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette situation et qu'il faut qu'on trouve une solution. Savoir s'il y a un problème de remontée de l'information, il faut qu'on le voit. Et en tout cas, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on trouve une solution. Moi, je n'aime pas les dossiers qui n'avancent pas et qui ne trouvent pas de solution. C'est vraiment très honnêtement que je vous propose ça parce qu'on a le même objectif. On travaille pour le territoire, on travaille pour cette gestion de l'eau et on sait qu'on a d'immenses défis devant nous. Donc, on ne peut avoir de différence et il faut qu'on avance ensemble. Et ça, je sais que vous en êtes persuadé, monsieur le sénateur. Bien, merci Madame la Préfète et aux différents intervenants pour les réponses. Et puis merci pour cette proposition. Et je pense que cette rencontre que vous proposez, je parle sous couvert de mon collègue Cédric Vial, évidemment, me paraît utile pour éclaircir, ce sont des problèmes locaux, oui, pour éclaircir localement ces problèmes, ces incompréhensions et pouvoir trouver des solutions concrètes, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est des solutions concrètes aux problèmes posés par les territoires. Et vous vouliez intervenir, monsieur? Oui. Oui, monsieur le Président, merci. Pour apporter aussi des éléments de réponse à monsieur le sénateur Lahellec sur les actions de proximité sur le bassin Loire-Bretagne. Alors, bien sûr, je partage pleinement ses propos et les enjeux qu'il mentionne. Il me semble que sur la participation citoyenne, puis la participation des collectivités, il y a deux niveaux. Il y a la présence des élus au comité de bassin et faire en sorte que les comités de bassin soient des lieux de discussion et d'orientation, et ça, on s'efforce de le faire. Et on a des travaux, des réflexions pour renforcer les discussions, faire venir des grands témoins, mobiliser davantage les élus sur ces sujets-là. Mais il y a l'enjeu de projection du bassin dans les territoires. Je crois que l'enjeu, c'est que sur un bassin qui fait quasiment 30% du territoire métropolitain, il ne faut pas que toutes les décisions, tous les avis soient pris à Orléans. Et du coup, l'évolution qui a été prise avec le 12e programme d'intervention de l'Agence de l'eau, c'est dans la contractualisation territoriale qui est faite entre l'Agence de l'eau et les collectivités et les territoires. Auparavant, il y en avait des contrats territoriaux qui étaient discutés pour 6 ans, enfin 2 fois 3 ans, qui étaient validés par le conseil d'administration, suivis en conseil d'administration et sur des actions très précises. Aujourd'hui, on passe sur une contractualisation plus souple qui s'appelle accord de territoire, où l'idée, c'est que l'agence, les délégations territoriales qui sont au plus près des territoires, qui connaissent les enjeux locaux, discutent avec les collectivités et l'ensemble des acteurs locaux, mais sous l'égide des collectivités, sur les grands enjeux des territoires, se mettent d'accord sur ces enjeux-là, et ensuite, au fur et à mesure de la vie de l'accord du territoire, s'entendent sur les actions. Et ce qu'on a souhaité, c'est que ces accords de territoire, le suivi ne soit plus fait dans les comités de bassin dans le comité de bassin au sein du conseil d'administration, mais dans les commissions territoriales du comité de bassin, au nombre de 5 sur le bassin Loire-Bretagne, pour justement renforcer la présence des élus, renforcer le lien au territoire sur la discussion sur les actions avec les collectivités territoriales et ces engagements territoriaux. Et puis, je le disais, il y a un travail très important, une contractualisation avec les départements en appui, et puis bien évidemment aussi un travail avec les conseils régionaux. Vous citiez la région de Bretagne, enfin le territoire breton, mais le conseil régional de Bretagne aussi, qui a pris la compétence d'animation et de concertation dans le domaine de l'eau qui était permise par la loi NOTRe. On a 2 régions qui l'ont prise sur le bassin Loire-Bretagne, la Bretagne et Pays de la Loire, une autre région, Centre-Val-de-Loire, qui l'a demandé. L'instruction est en cours, et donc on a aussi ce travail de proximité avec ces conseils régionaux qui, par cette compétence, ont ce rôle d'animation territoriale et de lien et de participation citoyenne, qui est par ailleurs encouragé et financé par l'Agence de l'eau. Voilà un peu les compléments que je voulais donner pour Loire-Bretagne. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Je vous propose qu'on passe aux questions des collègues et en termes de méthode, qu'on prenne l'ensemble des observations et questions, vous les notez au fur et à mesure, de manière à ce qu'ensuite vous puissiez apporter des réponses globales à chacun et à chacune d'entre eux. Alors, Hervé Gillet de Gironde. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer plus particulièrement Pierre-Henri Durand, bien sûr, Fabienne Buchiot et puis Élodie Galco, avec lesquels j'ai eu et j'ai le plaisir de travailler. Juste peut-être quelques remarques et questions pour essayer de recentrer les priorités, puisque le sujet de l'efficacité aujourd'hui est un sujet absolument majeur compte tenu des enjeux. Et les enjeux aujourd'hui, ils sont aussi, bien sûr, sur la sécurisation de la ressource, notamment la protection des aires de captage. Et on voit bien qu'avec les pollutions émergentes aujourd'hui et le risque que l'on a demain et après-demain d'avoir des critères de plus en plus négatifs dans les analyses, notamment au niveau des PFAS, avec tous les sujets qui vont se poser, qui se posent d'ores et déjà aujourd'hui. Il y a forcément une vision plus globale dans le cadre du 12e programme sur ces sujets-là. Il serait intéressant de les avoir, notamment pour améliorer les interconnexions. Et c'est vraiment des stratégies aujourd'hui qui sont absolument nécessaires. Donc je sais que les agences travaillent dans ce cas de figure, mais peut-être qu'il serait utile de préciser un peu vos positions, parce qu'au-delà même d'un syndicat de communes ou d'intercommunalité, le but du jeu, c'est qu'on sécurise de toute manière la production et la distribution, donc améliorer les interconnexions, bien sûr, réfléchir aussi avec l'ensemble des collectivités, quels que seraient les échelons aujourd'hui, justement sur des regroupements ou des coopérations plus fortes pour sécuriser la production de l'eau potable. On sait que si on a des nappes qui sont sous tension, il est utile aujourd'hui de créer des coopérations territoriales pour pouvoir trouver des ressources par ailleurs et donc de sécuriser véritablement la production de l'eau potable. Et ceci étant valable qu'à une échelle de commune ou à l'échelle d'une intercommunalité. On est bien là dans aussi des programmes qui doivent intervenir et qui doivent permettre aux uns et aux autres de pouvoir fonctionner correctement. L'autre élément que je voulais mettre aussi en perspective, c'est que, au-delà du dialogue communal-intercommunal, on a aujourd'hui une politique de l'eau qui intègre et qui doit intégrer de manière encore plus forte les documents d'urbanisme, bien sûr les SCOT, les PLUI et les PLU. Et donc là, il y a aussi des stratégies nécessaires qu'on doit retrouver dans les politiques publiques pour avoir une meilleure visibilité de cette intégration, de ces politiques. Et ça suppose également qu'à cette échelle-là, il y ait une vision stratégique et coopérative entre communes, intercommunalités, pour qu'on puisse avoir un raisonnement aussi à l'échelle de territoire et notamment à l'échelle des SCOT. Donc ça m'intéresserait d'avoir vos remarques effectivement sur ces sujets-là qui pour moi correspondent effectivement aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, sachant que sur le 12e programme et depuis quelque temps, il y a quand même une forme de glissement entre les aides accordées au grand cycle et les aides accordées au petit cycle. Et donc parfois à l'échelle des communes, il peut y avoir aussi un sentiment qu'il y a moins de répondants, mais parce qu'il y a eu aussi une évolution globale des dispositifs d'intervention à ce niveau-là. Mais dans la perspective d'une coopération territoriale renforcée, des interconnexions, etc., c'est là où on devrait trouver un appui, je pense qu'il existe, mais il peut peut-être à développer, notamment des agences de l'eau et en relation bien sûr avec les comités de bassin. Je vous remercie. Merci Hervé. Alors, sénateur de la Loire, Hervé Reynaud. Oui, mesdames, messieurs, bon, l'exercice est d'être concis, donc je suis désolé si je suis peut-être un peu direct également. Je voudrais simplement évoquer le sujet des agences de l'eau avec des éléments de contexte qui ont évolué. Il y a effectivement la loi eau et assainissement d'avril 2025. Et c'est vrai que, alors Cédric Vial a été suffisamment clair tout à l'heure, mais comment en situation, en fait, les agences de l'eau garantissent des règles de fonctionnement qui ne privilégient pas soit l'intercommunalité au détriment des communes. Et merci Madame la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes de nous avoir donné, dès votre propos liminaire, un certain nombre d'éléments chiffrés assez précis pour appréhender le sujet. Et puis il y a un deuxième élément, c'est la réflexion sur les agences. Nous étions un certain nombre
ici autour de la table, à être présents dans la commission d'enquête sur les agences. Et lors de l'audition en juin dernier du ministre Rebsamen, il y a eu un certain accord global autour, là aussi, de la table de la commission d'enquête, le ministre lui-même disant qu'on ne pouvait pas ne pas revenir sur la gouvernance des agences de l'eau et les laisser en capacité seules de gérer les évolutions de taxes, qu'il y avait une question de légitimité démocratique à ce titre-là, et que ce rôle d'arbitrage devait revenir aux élus en lien avec l'État, et en particulier les préfets de région ou préfets de département, pour coordonner ces politiques. Alors bien sûr en ayant une vision à l'échelle du bassin hydrographique, mais il y avait une piste de réflexion qui avait été envisagée, c'était un aspect de décentralisation de cette politique de l'eau aux départements, qui pourrait leur permettre de bénéficier d'un nouveau pouvoir fiscal. Donc je voulais avoir votre point de vue sur ce sujet. Merci, merci beaucoup Hervé. Alors nous partons dans la Nièvre avec Nadia Sologou. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Moi, je voulais attirer votre attention sur le sujet des taux d'aide aux différents dossiers qui vous sont soumis, parce que c'est quand même le levier pour moduler vos politiques. Je voudrais m'assurer que les taux sont réellement efficient. J'ai le cas dans les commissions DETR de dossiers qui arrivent avec des interventions de l'agence de l'eau à des taux qui sont tellement faibles que les élus annoncent que ça passera pas finalement, et que du coup ça déclenche pas non plus les cofinancements. Et certes, c'est des dossiers qui ont été retenus, mais finalement qui n'iront pas jusqu'au bout parce que les taux d'intervention ne sont pas suffisants. Et puisque c'est finalement le levier pour moduler vos politiques, moi je m'interroge, parce que quand vous voulez vraiment soutenir des dossiers, vous pouvez aller très loin. On sait que sur le sujet de la continuité écologique, vous allez jusqu'à 100% d'aide pour effacer des ouvrages. Et voilà, on sait que quand vous voulez vraiment, vous pouvez aller fortement. Donc je voulais m'assurer que les communes étaient bien aidées de la même manière que les intercommunalités avec ce levier. Et puisque je suis sur le sujet des taux d'aide, moi je m'interroge sur la pertinence. Je ne voudrais pas aller à contre-courant de ce qu'a dit Monsieur le Président de la délégation, mais parfois une aide modulée ou bonifiée pour une commune qui est en zonage FRR, est-ce que c'est vraiment pertinent quand on parle du linéaire d'un cours d'eau? Voilà, je vous remercie. Bon, moi je trouve que c'est pertinent, mais je passe la parole à, à notre premier vice-président Rémy Pointreau, qui, comme chacun le sait, est élu dans le Cher. Oui, merci Monsieur le Président, et je voudrais saluer donc nos collègues de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Monsieur le directeur Obled, et puis le représentant du SGAR, Monsieur Chaumer, et essayer de balayer quelques sujets, si vous permettez. Tout à l'heure, vous avez parlé de solidarité urbain-rurale. Et ça fait partie des sujets qui doivent être aussi prioritaires, notamment, et là je me parle peut-être aussi en collaboration avec mon collègue Hervé Gillet, pour évoquer la GEMAPI, où on a vraiment besoin d'une solidarité urbain-rurale pour essayer de financer donc tous ces travaux de digues, notamment sur la Loire, mais je pense qu'on en a déjà parlé. Ça fait partie des sujets qu'il faudra traiter. Ensuite, ce que j'aimerais évoquer, c'est aussi la solidarité, mais interbassin. Parce que, vous l'avez dit, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, ça représente 30% du territoire, et je ne sais plus en population, mais une population qui est bien inférieure à la moyenne des autres agences de bassin, et donc les moyens, notamment de l'Agence de bassin Loire-Bretagne, sont bien inférieurs à ceux, et ce sont les moins riches, oui, c'est vrai, tu as raison. Et ce qui fait que finalement les mécanismes d'aide, de soutien sont très différents d'un bassin à l'autre, et on peut se retrouver avec des effets de bordure où d'un côté on a des subventions importantes, et de l'autre côté on ne peut compter que sur souvent parfois la DETR pour financer les opérations d'eau potable. Mais ça, on en a souvent parlé à l'agence de bassin, et je voudrais donc insister sur ce point.
Concernant la gouvernance, tout à l'heure on a parlé d'appropriation citoyenne des comités de bassin, mais je voudrais quand même rappeler que le comité de bassin, c'est un peu le Parlement de l'eau, et je pense que les citoyens sont largement représentés, je dirais même presque un peu surreprésentés, pour la bonne raison, c'est que les élus sont bien moins nombreux souvent que les associations qui sont très présentes dans les agences, dans les comités de bassin, et je suis là pour en témoigner. Et compte tenu de la réunionnite que nous avons dans les agences de bassin, moi, si vous voulez, en recevant toutes les convocations réunions, je pourrais être occupé toute la semaine dans tous les bassins auxquels on est, ou sous-bassins auxquels on est invité. Et je suis désolé, mais les élus ne peuvent pas forcément être présents à toutes les réunions. Donc je pense qu'il faut vraiment revoir la gouvernance, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce ne sont plus les élus qui décident, c'est soit les associations environnementales ou parfois les absents ont toujours tort, vous le savez bien, hein. Donc je pense que là-dessus, il faut qu'on revoie les choses. Et puis, sur le problème des financements, pour revenir, on avait auditionné l'autre jour le bassin Seine-Normandie, si mes souvenirs sont bons, et moi j'avais évoqué le trop d'études. On fait beaucoup trop d'études dans nos agences de bassin qui coûtent une fortune, et on ne fait pas suffisamment pour l'investissement, notamment pour l'eau potable, pour les stations d'épuration, l'assainissement, les canalisations fuyardes d'eau potable. Et donc on met beaucoup trop de financement sur des études qui parfois ne servent pas à grand-chose, à part de dire que les études HMUC, elles sont certainement nécessaires, mais c'est un peu de dire dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous dirai comment vous en passez. C'est un peu ça, parce que c'est pour dire après que il faut diminuer les prélèvements d'eau pour les irrigants, il faut faire davantage de travaux à tel endroit, à tel autre, et je trouve que ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, je sais également que l'OFB, le financement de l'OFB, plombe aussi les finances des agences, et ça c'est un vrai sujet. Moi, quand on a mis en place les OFB, j'étais absolument opposé à ce qu'on les mette dans les agences de l'eau, parce que je savais qu'à terme, ça allait être un poids financier compliqué à mener. Donc voilà, toutes les questions qui me viennent à l'idée et les priorités. Bien sûr, c'est la ressource en eau potable, en quantité et en qualité, et puis aussi le problème des usages de l'eau et d'éviter la guerre de l'eau, mais pas pour autant de supprimer tout prélèvement pour les éleveurs, pour les irrigants, parce que, connaissant la situation de l'agriculture aujourd'hui, vous savez très bien que dans les zones intermédiaires notamment, s'il n'y a pas d'eau, pour essayer de diversifier, eh bien, il n'y aura plus d'agriculture. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, nous allons dans le Gard. Laurent Burgois. Merci, Monsieur le Président. Moi, à mon tour, ma question, c'était plutôt pour vous, Madame et Messieurs les préfets de région. Je prends mon département du Gard et dire que, à travers ma question, c'est pour illustrer une difficulté de notre pays, c'est-à-dire difficulté qu'il y a des fois entre découpage administratif et réalité territoriale. En effet, le Gard dépend donc de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse que vous présidez, Madame la préfète, mais mon préfet de région, c'est le préfet du Rhin d'Occitanie. Et donc ma question, c'était comment entre vous évoquez ces sujets de l'eau? Est-ce qu'il y a une coordination entre préfets de région? Voilà, parce que c'est vous, Madame la préfète, qui présidez l'agence de l'eau, mais c'est le préfet du Rhin qui est le préfet d'Occitanie, dont n'est pas le Gard. Donc comment vous arrivez des fois à pouvoir vous coordonner en tant que préfet de région par rapport à cette problématique d'agence de l'eau? Merci beaucoup.
Merci, merci Laurent pour cette question concrète. Et puis pour terminer cette série de questions-observations, Bernard Buis dans la Drôme. Merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais saluer à mon tour le préfet du Rhin et Madame Buchiot qui connaissent bien la Drôme pour y avoir travaillé. Et je voudrais faire un témoignage. Moi, je voudrais rassurer un peu mon collègue Cédric Vial en disant qu'on est efficace si on travaille en lien avec le terrain. Et la réunion que vous proposez, Madame Buchiot, je pense qu'elle permettra de lever les incompréhensions qu'il y a avec le territoire de Savoie. Je voudrais témoigner pour dire ce qu'on a mis en place sur la Drôme. Moi, j'étais président d'un syndicat mixte, la Rivière Drôme, dans les années 2015. Et on a beaucoup travaillé avec l'agence de l'eau. On avait aussi des incompréhensions et on a réussi à se mettre autour de la table et à bâtir des programmes pour 3 ans. Et maintenant, ces programmes sont renouvelés. J'ai inauguré les locaux du nouveau syndicat mixte Rivière-Drôme la semaine passée et chacun s'est loué du partenariat qu'on avait pu instituer depuis les années 2015 à travers des contrats d'objectifs où maintenant, tous les 3 ans, on fait un point sur ce qui a été fait, comment on va pouvoir y arriver et les engagements aussi financiers que va mettre l'agence de l'eau, et je crois que c'est quelque chose qui marche bien. Et le deuxième témoignage, ça serait un peu un témoignage similaire, puisqu'avec la communauté de communes du Diois, on avait eu des problèmes sur la taxe sur le prélèvement. On a pu travailler ensemble, on a mis en place des contrats de progrès. Aujourd'hui, on en est au 3e, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et très souvent, ces 2 structures sont citées en exemple dans la région pour montrer ce qui fonctionne bien. Donc, je pense que lorsqu'on travaille ensemble, on avance. Merci Bernard. Alors donc une série à la fois d'observations, de remarques et de questions. Donc je vous propose à tour de rôle les 3 agences peut-être de répondre aux questions. Qui veut commencer? Je commencerai bien, Monsieur le Président, oui. Si vous le permettez, parce que j'ai une contrainte, je devrais vous quitter à 10h10, mais Élodie Galco, directrice générale de l'agence, continue d'être là, bien sûr. Très bien. Et bien à vous, Monsieur le Préfet. Je vais essayer de couvrir un petit peu les différents sujets évoqués. D'abord, peut-être sur les questions, je dirais, démocratiques et de rapport aux citoyens, avec 2 observations. D'une part, sur les conseils de bassin et insister sur leur rôle, et ça a été dit à juste titre, ce sont des véritables parlements de l'eau avec 40% d'élus. Alors, il n'appartient pas d'indiquer ce que doit être la proportion de représentation, mais c'est vrai que ce sont quand même des enceintes très, très, très diverses, avec des débats riches et qui produisent des positions claires. Et comme l'a dit ma collègue préfète de Rhône-Alpes, les agences de l'eau sont un peu le bras armé de ces conseils, notamment quand il faut mettre en œuvre opérer des choix et mettre en œuvre des dispositions fiscales et financières. J'ajouterais une spécificité dans le bassin d'Ourgaronne où nous avons des commissions territoriales de bassin. Nous en avons une par sous-bassin, donc 8, qui sont composées pour moitié de membres des comités de bassin et pour moitié d'autres acteurs locaux du territoire. Voilà, et ça donne, je dirais, un certain enrichissement aux discussions et au dialogue. Et je trouve que ce système comité de bassin et CA de l'agence de l'eau fonctionne bien et bien articulé et avec des élus très investis. Je pense au président Coste sur la Corrèze, qui est à la fois au comité de bassin et au CA de l'agence de l'eau, qui est par ailleurs conseiller départemental, président du conseil départemental. Voilà, on a vraiment des personnes qui connaissent le territoire et connaissent les sujets d'eau. Ça, c'est sur les quelques observations, donc sur ces aspects, je dirais, de gouvernance. Sur les sujets d'urbanisme, je rejoins ce qui a été évoqué. Nous commençons à le faire en Occitanie, dans l'examen des documents d'urbanisme, en émettant des avis réservés ou défavorables lors de la conception des
documents d'urbanisme, quand nous constatons que les élus, ça arrive parfois, ont affiché des dynamiques démographiques qui soit ne correspondent pas à la réalité, soit surtout ne prennent pas en compte ces questions de disponibilité de la ressource en eau. Ça devient un sujet qu'on doit intégrer. Alors, je dois dire que nombre d'élus ont, eux, intégré cette problématique. Mais quand ça n'est pas le cas, c'est le rôle de l'État, évidemment, de relever ce point. Et je pense que c'est un sujet dans la conception des documents d'urbanisme qui montera en puissance. Sur les sujets de financement, communes, interco, etc. Bon, moi, je redis qu'il n'y a pas d'exclusion dans la présentation des dossiers, mais moi, je voudrais faire une observation. Les communes qui ont connu le plus souvent des ruptures d'approvisionnement ont été des communes isolées. Voilà. Et c'est vrai que quand celles-ci décident ou finissent par entrer dans un système d'interconnexion, bien évidemment qu'on sera tenté de financer de manière privilégiée ce projet d'interconnexion par rapport à un autre projet qui aurait peut-être une densité d'intérêt général, si je puis dire, moindre. Voilà. Parce que le changement climatique est très fort en Adour-Garonne, mais c'est vrai aussi évidemment en Rhône-Méditerranée, quand nous préparons, nous organisons les projets de financement, nous regardons bien sûr quelle est la situation de ces communes et s'il y a eu des coupures importantes. Sur les questions de départementalisation, bon, je pense personnellement que les territoires seraient largement perdants en termes de solidarité, puisqu'on le voit actuellement, c'est quasiment du 1 pour 3. Donc les territoires ruraux, je donnais des exemples tout à l'heure, sont largement bénéficiaires. Je citais la Corrèze, 1 euro le prélevé, 3 euros de subvention attribuée. Je citais la métropole de Toulouse, là on est dans une zone très urbaine, 1 euro prélevé, 0,2 euros de subvention. Donc attention, la départementalisation conduira à morceler le financement et puis à morceler, je dirais, la gouvernance stratégique des problématiques de l'eau. Je crois que l'organisation en bassin, c'est vrai qu'elle peut parfois présenter des difficultés. Je pense à l'observation de monsieur le sénateur du Gard, mais je vais y répondre également. Mais la logique première, c'est bien de s'en tenir à une organisation par bassin. C'est ce qui doit primer. Alors, comment on s'articule, je dirais, région-bassin, et y compris en tant que préfet de région Occitanie avec ma collègue préfète de bassin. Bon, d'abord, nous avons des échanges entre nous. Les deux directeurs d'agence ont des échanges entre eux. Par exemple, nous allons engager un travail sur les 4 départements côtiers des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, qui ont été durement frappés par des incendies, des ruptures d'eau cet été, l'Hérault et le Gard, pour justement essayer de mieux harmoniser encore nos pratiques. Voilà, mais je veux insister sur le fait que et les préfets et les directeurs d'agence se parlent, s'échangent des bonnes pratiques pour améliorer les choses. Voilà ce que Élodie sur ces points gouvernance, financement, découpage administratif. Est-ce que vous voyez d'autres points? Enfin, moi j'insiste sur la départementalisation, je comprends bien l'idée, et puis les préfets eux-mêmes, nous aimons le département et la région, bien sûr, mais très honnêtement, d'un point de vue technique, on ne voit pas d'approche autre
une logique de bassin, à la fois pour traiter stratégiquement le sujet et puis surtout sur le terrain, je dirais, fiscal et financier. Il faut qu'on assure cette solidarité amont-aval, rural-urbain, et ça, c'est bien l'approche de bassin qui permet de le faire. Et je salue à mon tour le sénateur Buis pour des souvenirs partagés dans ce beau département de la Drôme. Merci, monsieur le préfet. Peut-être passer la parole, alors je ne sais pas si elle est toujours présente, oui, à madame la préfète d'une région qui m'est chère, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, monsieur le Président, je vais être obligée moi aussi de vous quitter, mais Nicolas Moulon, mon directeur général de l'Agence de l'eau, restera bien sûr pour répondre à vos questions. D'abord remercier puis saluer aussi les sénateurs que j'ai eu le plaisir de côtoyer dans ma carrière, et je vais commencer par le sénateur Gillet pour lui dire que bien sûr on partage les enjeux qu'il a cités, hein, sécuriser la production et la distribution de l'eau est quand même fait partie de nos enjeux majeurs. Excusez-moi, on vient de chercher, fait partie de nos enjeux majeurs et qu'il faut. Alors d'entrée, je voulais lui dire que pour l'agence de l'eau RMC, 50% de nos aides sont sur l'assainissement et l'eau potable, et qu'il faut bien sûr trouver des coopérations. Je partage complètement ce qu'il a dit, et aussi rappeler que quand il faut connecter, c'est très important de connecter des réseaux entre eux, et il faut souvent effectivement changer d'échelle, et on est aux côtés des communes, des intercommunalités, des élus pour justement avancer sur ces sujets. Sur l'urbanisme, qui est le développement de l'urbanisme, qui est un sujet majeur par rapport à la gestion de l'eau. Nous avons actuellement le SDAGE qui est en cours au comité de bassin, et vraiment au cœur de nos échanges, on est vraiment sur des échanges entre le croisement entre urbanisme et gestion de l'eau. On a vraiment une réflexion qui est engagée sur cette thématique avec le comité de bassin. Donc, il y a vraiment une prise en compte très importante de cette thématique que l'on travaille avec tous les acteurs du comité de bassin. Sur les autres questions qui ont été posées sur les règles d'intervention, je dirais que l'agence de l'eau est membre des dizaines au niveau de chaque département. Donc, on est vraiment au cœur de l'action de ce qui se fait au niveau des départements. Donc, on y participe. Et puis, ce qui est peut-être plus important encore, pour justement bien travailler avec les départements, on est en train, et on a déjà signé un certain nombre d'accords cadres avec des départements, notamment, je salue le sénateur de la Drôme, avec la Drôme, avec l'Ain, avec le Var aussi, voilà, et on signe justement pour bien être sûr que l'on partage les ambitions départementales, rejoignent bien les enjeux du bassin. Alors, sur les taux d'aide qui ont été évoqués, je dirais que nous, nos taux d'aide, ils sont à hauteur entre 50 et 70%, bien sûr, de la dépense qui est éligible, et elle se fait non pas en fonction de la collectivité qui porte, mais en fonction du projet, et on travaille bien sûr avec le porteur de projet pour les échanges avec tous les collèges du comité de bassin, parce que vous avez évoqué, un sénateur a évoqué des fois la surreprésentation d'associations. Je suis tout le temps présente au comité de bassin, aux côtés de mon président du comité de bassin. Je peux vous dire qu'il veille particulièrement à quel que soit le nombre de représentants, tous les collèges s'expriment, et c'est vraiment reconnu d'ailleurs au sein du comité de bassin. Le sujet des études qu'on peut effectivement partager, je dirais simplement que justement parce que l'argent doit être utilisé, l'argent public doit être utilisé de la meilleure façon et être le plus efficace sur le terrain, il faut, et vous n'avez pas dit le contraire, monsieur le sénateur, bien sûr qu'il faut quand même des études, mais il faut des études utiles. Et quand on a des demandes d'études, on le travaille bien sûr avec le maître d'ouvrage, avec la collectivité,
qui porte la demande. On le travaille avec elle et on travaille aussi avec le préfet de département qui connaît le mieux le côté État et qui travaille avec son élu pour voir jusqu'où on va, s'il faut une étude. Il y a des moments où, bien sûr, c'est indispensable. Sur le sénateur Dugas, mon collègue a déjà répondu. Comment on travaille avec les préfets de bassin, préfets de région et préfets de département. Bon, il y a vraiment une coordination qui se fait au niveau des préfets de département, avec, je l'ai déjà dit, à l'intérieur des Misaines, ça c'est important. Mais on travaille aussi par des relations, bien sûr, entre les directeurs généraux d'agences, mais aussi entre préfets de région. Et je voulais également souligner qu'en accord avec mon président du comité de bassin, tous les préfets de région qui sont concernés par l'agence Rhône-Méditerranée Corse sont venus présenter leur territoire, les enjeux de leur région en comité de bassin pour justement qu'il y ait un échange avec les membres du comité de bassin. Et ça a été vraiment très apprécié. Voilà ce que je voulais dire en réponse aux divers échanges que nous venons d'avoir. Merci beaucoup, Madame la préfète. Et je propose qu'on termine par l'agence Loire-Bretagne, qui m'est chère aussi, puisque le département du Cantal est concerné à la fois par l'agence Loire-Bretagne et par l'agence Adour-Garonne. Donc, à vous de compléter les réponses aux questions qui ont été posées par les collègues sénatrices et sénateurs. Merci, Monsieur le Président. Et puis, je vais faire rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par Madame la Préfète et Monsieur le Préfet. Sur les questions de sécurisation d'alimentation en eau potable, c'est en effet un enjeu majeur, et on le voit bien avec les sécheresses récurrentes en été. Il y a un travail important sur les questions d'interconnexion qu'évoquait Monsieur le Sénateur, qui est mené. C'est ce qu'on disait, c'est ce que j'évoquais au début quand on disait qu'on laisse les collectivités discuter entre elles et s'entendre pour travailler à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est celle qui, justement, mais c'est au local de le voir et de l'analyser, de le décider, de le définir. C'est celle qui permet justement de sécuriser via des interconnexions. Il y a des travaux concrets qui ont été menés dans la Creuse et le Finistère, et je proposerai au directeur général de l'agence de l'eau peut-être de présenter ces deux exemples qui sont assez parlants. Sur les questions de lien avec l'urbanisme, je partage complètement les propos de Madame la Préfète et les enjeux soulevés par Monsieur le Sénateur. C'est un des enjeux qui avait été renforcé dans le SDAGE actuel, le SDAGE 2022-2027, cette question de lien entre la planification en termes d'urbanisme, d'aménagement du territoire et les politiques de l'eau, notamment avec des orientations sur les questions d'aménagement des bassins versants. C'est quelque chose qu'il faut continuer d'approfondir, de travailler, et c'est sûr que ça se fera en articulation très forte entre les services de l'État, de l'agence de l'eau et les collectivités. Sur les questions de décentralisation, je n'y reviendrai pas. Monsieur le Préfet a évoqué les enjeux de solidarité. Sur les questions de taux d'aide, les taux d'aide de l'agence de l'eau, alors Loire-Bretagne, hors bonification, il y a 3 taux types qui sont 30%, 50% et 70%, donc qui peuvent être augmentés avec des questions de bonification. La bonification pour les communes rurales, elle s'applique surtout sur l'eau potable et l'assainissement. Donc voilà, on est quand même sur des aides qui sont relativement incitatives, bien sûr, qui doivent être couplées avec d'autres aides, qu'elles soient des dotations de soutien aux collectivités, mais aussi, et c'est un enjeu important pour nous, avec les prêts de la Banque des Territoires, et il y a une articulation qui existe de ce point de vue-là et qui doit être renforcée. Et récemment, il y a une convention qui a été signée entre le directeur général de l'agence de l'eau et le directeur général de la Banque des Territoires pour justement permettre de coupler au mieux subvention d'agence de l'eau et prêts de la Banque des Territoires. Sur les points soulevés par Monsieur le Sénateur Pointreau, sur la question de la solidarité urbain-rural qui doit s'appliquer aussi sur les digues, sur la question de la GEMAPI et de la prévention des inondations en particulier, citant l'exemple des digues de Loire. C'est un sujet qui est un peu hors du champ de l'agence de l'eau, mais qu'on partage pleinement, comme Monsieur le Sénateur le sait, sur laquelle la préfète coordonnatrice de bassin Loire-Bretagne est pleinement investie. On avait réussi au moment du transfert de gestion des digues domaniales de Loire de l'État vers les EPCI
à trouver des solutions en mobilisant l'établissement public Loire pour qu'un certain nombre de financements puissent être mutualisés entre les communes. Il reste des enjeux très forts, notamment sur les questions d'entretien. Et dans le département du Cher, on sait qu'il y a des problématiques fortes de ce point de vue-là. On est bien sûr en soutien et en appui, monsieur le sénateur le sait, des travaux qui sont menés en ce sens. Sur la question des études, je partage les propos de madame la préfète sur les questions des études HMUC, qui sont l'appellation Loire-Bretagne des études d'évaluation des volumes prélevables. Alors, déjà dire c'est des études qui sont prévues par la réglementation, par les textes, mais qui ont aussi un objectif assez clair et fort, c'est que dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau l'été, il y a un enjeu à pouvoir se projeter sur quelle sera la ressource demain pour la partager au mieux et éviter des problématiques, des tensions quantitatives encore plus fortes qui auront des impacts pour tout le monde, avec des risques importants de rupture d'alimentation en eau potable. On en a eu et les risques sont d'autant plus grands et on pourrait toucher des territoires encore plus grands ou des collectivités encore plus peuplées avec des questions d'alimentation du coup en été qui seraient d'autant plus problématiques. Et puis ça nous paraît aussi un enjeu important pour les acteurs économiques, en premier rang desquels les agriculteurs, puisque commencer un assolement et avoir au milieu de la saison culturelle des restrictions importantes parce qu'on est en situation de crise est compliqué aussi à gérer pour ces acteurs-là. Bien évidemment, l'objectif de ces études, c'est pas d'enlever de l'eau aux agriculteurs, mais c'est de pouvoir définir la ressource disponible et de la partager au mieux en identifiant les impacts et surtout, et on insiste beaucoup là-dessus en ce moment, en travaillant en parallèle des études, un plan d'action pour accompagner les acteurs locaux. Et on est en discussion très régulière et approfondie avec notamment les chambres d'agriculture sur ce sujet-là pour trouver les solutions les meilleures pour accompagner les agriculteurs dans cet enjeu d'adaptation à la diminution de la ressource en eau l'été, en utilisant l'ensemble des leviers mobilisables, que ce soit des leviers agronomiques, mais aussi bien sûr des leviers hydrauliques sur des questions de stockage hivernal de l'eau. Donc voilà pour, je pense, les principaux points sur la question de la coordination. Je ne reviendrai pas sur les réponses apportées par les préfets que je partage pleinement. Il y a bien sûr l'échelle du bassin, mais il y a un travail mené au niveau régional et au niveau départemental par les services de l'État, une représentation de l'agence de l'eau dans les territoires, un directeur général de l'agence de l'eau, je me permets de parler en son nom, qui est régulièrement sur les territoires aussi pour échanger. Donc, pour échanger avec les préfets de région et les préfets de département. Donc, c'est un enjeu particulièrement fort et auquel on est attaché. Voilà pour répondre rapidement. Et puis peut-être, si vous me le permettez, Monsieur le Président, laisser à Loïc Aubled la parole pour présenter ce qui s'est fait sur le Finistère et sur la Creuse en matière de sécurisation d'alimentation en eau potable. Oui, je vous en prie. Et merci. Bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs. Peut-être oui, juste sur la sécurisation. Alors, sur les études, en réponse au sénateur Pointreau, sur le budget agence consacré aux collectivités, les études, c'est 10% à peu près, donc 90% des financements sont plutôt sur les investissements ou sur l'accompagnement des collectivités sur les politiques qu'elles mènent. Oui, effectivement, deux territoires particuliers, alors ils sont tous particuliers, mais le Finistère et la Creuse. Pourquoi ? Parce que le Finistère, même s'il pleut 1,50 m d'eau par an, et notamment sur les monts d'Arrée, au centre, c'est un territoire qui a été particulièrement touché par la sécheresse en 2022, avec des communes qui ont dû être approvisionnées en eau par citernage notamment, et en Creuse avec le plateau de Millevaches, qui veut dire 1000 sources, comme vous le savez, autre département qui a été particulièrement touché également en 2022. Pourquoi ? Parce que dans ces deux territoires-là, monsieur le sénateur Lahellec l'a dit, il n'y a pas de nappe, donc la seule eau qu'on peut utiliser, c'est l'eau qui est stockée par le sol et par les zones humides notamment, ou celle qui tombe du ciel. Et quand il ne pleut pas pendant 2 mois, il n'y a plus d'eau, ni pour l'irrigation, ni pour l'eau potable. Et donc c'est une vraie inquiétude. Il y a eu une prise de conscience très très forte des citoyens, de l'ensemble des acteurs économiques en premier lieu, et bien sûr des collectivités, avec l'agence de l'eau qui est arrivée à échanger évidemment avec l'ensemble des collectivités, un lien très très fort avec les préfets de chacun de ces départements et les départements, pour essayer d'avoir des plans de traitement de ces points noirs.
d'interconnexion et de sécurisation de l'eau potable. Donc, dans les deux territoires, les départements se sont investis pour travailler sur des schémas directeurs. Et dans la Creuse, par exemple, Guillaume Schumer a évoqué les accords de territoire, qui sont notre nouvelle manière de travailler, la plus souple, en essayant de piloter par la performance. Les discussions avec la préfète, les services de l'État, les discussions avec chacune des collectivités concernées et les discussions avec le département qui a soutenu la création d'un syndicat à vocation départementale, nous ont permis de prévoir une aide à hauteur de 30 millions d'euros, ce qui est énorme pour un territoire comme la Creuse. Donc le taux de retour est très important. Et dans la mesure où il y avait cet engagement de mettre 30 millions d'euros pour sécuriser les tuyaux et les usines, pour le dire de manière un peu simple, l'objectif c'était qu'on ait évidemment de l'eau à mettre dans ces tuyaux et dans ces usines. Et donc l'accord de territoire et la mise autour de la table de toutes les collectivités a permis de mettre aussi le paquet, si vous me permettez l'expression, sur d'autres choses qui étaient portées par les collectivités, les efforts de sobriété évidemment, les efforts d'adaptation, la préservation des zones humides et puis le traitement des aires de captage pour lesquelles, alors c'est rare dans la Creuse, mais il y en a quand même une, pour lesquelles il peut y avoir des enjeux de qualité. Donc l'idée, pour répondre à monsieur le sénateur Gillet, effectivement, c'est à la fois de mettre le paquet pour l'interconnexion et la sécurisation, mais pour en profiter aussi, pour essayer d'avoir une vision à 360 en touchant avec les collectivités et pour elles, les politiques d'urbanisme, les politiques agricoles, les politiques de développement économique, les politiques touristiques et évidemment les politiques environnementales. Merci. Je vous propose, je pense qu'on a fait le tour des questions, des réponses. Je vous remercie. Peut-être un petit mot en guise de conclusion. Je pense que tout le monde a parfaitement conscience de tous les enjeux de l'eau et de ce qui nous attend pour l'avenir. Je pense aussi bien, évidemment, du côté des parlementaires, des agences, des élus, mais aussi des élus locaux dans le moins de petits villages. Donc on a d'un côté, si vous voulez, votre vision, la vision des agences, la vision des élus à grande échelle sur ces enjeux de l'eau et les orientations qu'il faut prendre. Et puis on a en parallèle sur le terrain, dans les plus petits villages, on a des élus locaux qui ont une parfaite connaissance de leur réseau, des problématiques qui se posent, qui sont en contact direct avec les citoyens, qui ont, personne n'en doute, le sens de l'intérêt général, le souci des deniers publics. Et donc, parfois, sur le terrain, les élus ont le sentiment de subir des décisions qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils vivent. Donc je pense qu'il y a malgré tout un travail à faire pour renforcer les échanges, le lien sur le terrain, la concertation, le partage d'avis entre les représentants des agences qui sont sur le territoire et les élus locaux. Et je le dis particulièrement dans les plus petites communes qui souvent d'ailleurs sont regroupées, on l'a dit tout à l'heure, elles n'ont pas attendu la loi de 2005, qui depuis très longtemps se sont regroupées très souvent en syndicats intercommunaux de gestion, etc. Mais franchement, je pense qu'il y a un travail à faire pour créer du lien au plus proche, pour éviter que... pour partager en fait à la fois les visions, les enjeux de l'eau à grande échelle et en même temps les réalités que vivent les élus au quotidien sur le territoire. Je pense qu'on y gagnerait tous en efficacité si on arrivait et ça ne me semble pas super compliqué à faire, à renforcer ces liens. Et est-ce que les élus ont aussi le sentiment qu'on prend en compte la réalité, qu'on prend en compte leur point de vue? Tout ça, ça se partage et chacun peut évoluer, bien entendu, mais qu'on prend en compte aussi leur point de vue à travers la connaissance qu'ils ont du terrain. Je pense qu'on a un travail à faire, sinon on va créer une sorte de fossé entre ce qui se fait à une grande échelle au travers d'arguments tout à fait objectifs que vous donnez et de choses que l'on partage sur les enjeux de l'eau, et puis la réalité de ce qui est vécu dans les plus petites communes et dans les plus petits territoires, et notamment en secteur rural, où voilà, il n'y a pas toujours les services et c'est toujours les maires qui sont en première ligne. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de rapprochement, d'échange, de concertation, de prise en compte des avis des uns et des autres, et il faut fluidifier, je pense, ces relations. Je pense qu'on y gagnerait. Voilà, en tous les cas, merci à vous tous. On va continuer notre travail et présenter notre rapport. Et je n'ai pas oublié, Cédric, que tu as
une réunion prévue avec ta préfète de région et les élus de ton secteur. Et ça rentre dans le cadre de ce que je viens de rappeler pour essayer comment dire ça, de confronter le vécu, les points de vue, etc. pour avancer conjointement et au bout du compte répondre, parce que c'est ça, et tout le monde a cette envie, qu'on soit maire d'une petite commune, qu'on soit responsable d'une agence de l'eau, qu'on soit parlementaire, et qu'au bout du compte, on arrive à répondre finalement aux enjeux de l'eau qui sont, on le sait, considérables dans beaucoup de domaines, tant du point de vue de la quantité que de la qualité. En tous les cas, un grand merci à vous, et puis évidemment, nous vous tiendrons au courant, nous vous tiendrons informés de l'évolution de vos travaux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.